Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le 22, j'allais dire Naout, non le 22 août, c'est mieux comme ça. Et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Football, vous pourrez découvrir et écouter les nouvelles recrues de la SMFC. Nous reviendrons sur un festival de musique russe qui s'est déroulé sous le chapiteau de Fontvieille. Nous vous présenterons le club d'échecs de la Principauté et surtout ses locaux qui se sont transformés au fil des ans en véritables musées. Et enfin, suite de notre série sur les tendances estivales. Après la mode, la gastronomie et le sport, place à présent aux tendances éco-citoyennes. Nous ouvrons ce journal avec du football. Monaco n'a pas débuté le championnat comme on aurait pu l'espérer avec deux lourdes défaites en deux matchs. Le coach Leonardo Jardim attendait du renfort. Les nouvelles recrues de l'ASM viennent d'être présentées ce mercredi après-midi au Stade Louis II. Je vous propose de les écouter. Ça a été dur de quitter Séville. Il y a eu pas mal d'émotions et beaucoup de choses qui sont passées en Espagne. Donc voilà, avec Monsieur Oleg, le vice-président, on a beaucoup échangé sur le projet, sur les choses à faire pour que cette équipe soit dans le haut du classement. On sait qu'on a de grandes ambitions et mon choix a vite été fait. C'est une évidence, c'est pour moi une très belle étape. Ça fait partie des clubs de standing que j'espérais toucher. Et Monaco s'est présenté à moi et ça s'est fait facilement parce que voilà, j'ai tout de suite donné mon accord pour rejoindre Monaco parce que, comme vous le dites, en termes d'exposition, mais aussi en termes d'ambition, je pense que voilà, le club et ce que j'aspire, on est aussi en lien très étroit. Ça fait pas encore tout à fait 2 semaines que je suis là, donc j'ai pas encore eu beaucoup d'entraînement et tout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le groupe vit bien malgré des résultats négatifs. Voilà, l'entraînement, il y a beaucoup de qualité. Et comme l'a dit Benjamin, il faut nous laisser un peu de temps pour que les joueurs apprennent à se connaître, à jouer ensemble. Et quand on aura cette cohésion, je suis sûr qu'il y aura de très belles choses parce que c'est un groupe qui a d'énormes qualités avec de très très bons joueurs. C'est très important de rejouer chez un coach qu'on a déjà eu. On a parlé avant de venir ici, on a parlé plusieurs fois. Je pense qu'il me connaît, il connaît mes qualités. C'est pour ça qu'il a fait appel à mes services. Je pense que c'est un bon coach, c'est un coach qui met les joueurs en confiance, un coach qui t'encourage à tout donner pour l'équipe. C'est un bon truc de le retrouver. Tout le monde sait que Monaco est un grand club, c'est un endroit idéal pour un jeune joueur comme moi pour progresser. L'objectif du club est de retrouver la Ligue des Champions, de bien figurer en championnat. Donc venir ici, c'est un grand boost pour ma carrière. Je suis très heureux d'être ici. La Russie était à l'honneur la semaine dernière avec le Russian Music Festival organisé sous le chapiteau de Fontvieille, une première édition qui s'est déroulée sur 3 jours pendant lesquels des artistes russes ont donné plusieurs concerts. Reportage de Sylvie Ferreira. À l'occasion du Russian Music Festival, une pluie d'artistes russes s'est produite du 13 au 15 août dernier sur la scène du chapiteau de Fontvieille. Cet événement était organisé pour la première fois en Principauté. Nous avons organisé ce festival dans plusieurs villes comme Dubaï, Abu Dhabi, Londres. Puis l'opportunité s'est présentée à Monaco et nous l'avons saisie. Plusieurs artistes ont répondu présents à l'événement et certains d'entre eux ont même déplacé leur date de concert pour pouvoir se présenter ici à Monaco. Parmi les artistes à l'affiche cette année, le groupe Leningrad Band, la chanteuse Elena Tebnikova était également au programme. Les chanteurs ont livré des prestations à la hauteur de l'événement. L'ambiance était au rendez-vous. Nous avons voulu recréer une ambiance chaleureuse. Il y a des espaces VIP, un bar où il est possible de se restaurer. Les gens peuvent danser. Toutes les conditions sont réunies pour passer un agréable moment. Le public a été conquis. C'est un pari réussi pour l'organisateur qui ne cache pas son ambition de revenir l'année prochaine pour une 2e édition.
Parlons à présent d'un sport cérébral avec le cercle d'échecs de Monte-Carlo. La fédération et le club sont très actifs dans le domaine de la compétition, mais il faut savoir que les locaux réservent également de nombreuses surprises. Vous allez pouvoir le constater dans ce reportage. Le cercle d'échecs de Monte-Carlo a vu le jour en 1949. 70 ans plus tard, en 2019, une centaine de membres sont licenciés, dont plus d'une cinquantaine en compétition. Parmi les résultats, 7 Coupes d'Europe féminines de 2007 à 2018 et 3 titres de champion de France. Les locaux du club sont situés aux 5 rue des Oliviers dans le quartier de Monte-Carlo et durant plusieurs décennies, les affiches ainsi que de nombreux souvenirs ramenés lors de compétitions internationales ornent les différentes pièces. Des locaux qui se sont transformés au fil des ans en musées avec des objets bien particuliers comme par exemple ce coffret. Ce coffret a été offert donc par Fidel Castro en 1966 donc à tous les capitaines d'équipe de toutes les fédérations qui se sont déplacés à la Havane. Donc c'est une véritable pièce de collection et c'est vrai que c'est un bonheur immense de l'avoir et qui a été transmis donc par M. Gézékelou, qui était le capitaine de l'époque. Voilà, donc on est très content d'avoir pu le conserver. Parmi les nombreux trésors récoltés, exposée une pendule des années 50 ou encore une des premières pendules digitales datant des années 90. C'est une pendule qui a été utilisée lors des tournois Mélodie Amber qui se sont déroulés à l'hôtel Métropole ou à l'hôtel Fermont ou au Monte-Carlo Bay, qui réunissait 12 des meilleurs joueurs du monde, en partie rapide et en partie aveugle. Et c'était les premières pendules digitales. Et même près de 30 ans plus tard, les pendules, elles marchent toujours. Ce sont les Rolls-Royce des pendules électroniques. Bon, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Et moi, ce qui me fait aussi, qui me réjouit le plus, c'est quand on a des équipes adverses qui viennent, que les joueurs prennent leur appareil photo ou leur téléphone pour photographier un petit peu les lieux, quoi. C'est ce qui fait le plus plaisir. Un musée pour ne pas oublier le passé du club, et pourtant un club et une fédération tournés vers l'avenir, avec les prochains rendez-vous. Le 30 novembre à l'Hôtel de Paris, la remise d'Award d'honneur. Le même jour, toujours en principauté, Garry Kasparov jouera simultanément 15 parties face à des enfants de 6 à 12 ans. En termes de compétition, du 29 novembre au 1er décembre, Monaco participera au championnat d'Europe féminin de parties rapides et blitz. Et du 2 au 13 décembre, la fédération monégasque organisera le Grand Prix féminin d'échecs. Suite de notre série de reportages consacrés aux tendances estivales après la mode, la gastronomie et le sport. Place aujourd'hui aux tendances éco-citoyennes. Reportage de Sylvie Ferreira. Une boisson offerte contre un verre de mégot ramassé, c'est une campagne créée à Barcelone qui a inspiré le Stars & Bars à Monaco. L'idée est simple, pour bénéficier gratuitement d'une bière ou d'un soda, il suffit de ramener un pot rempli de mégots. Il ne se passe pas un jour sans qu'on se retrouve, on ne voit pas quelqu'un en train de jeter un mégot de cigarette dans l'égout, par terre. Donc c'est vrai qu'on s'est dit ça sera l'opération qui permettra peut-être de sensibiliser les gens à ne pas le faire, ou peut-être que les gens interpelleront les personnes qui le font et qu'on réduira cette pollution complètement inutile. Quand on se dit maintenant qu'il y a 15 milliards de cigarettes qui sont achetées par jour et que 10 milliards finissent par terre, et quand on se dit aussi qu'un mégot pollue 500 litres d'eau, ça fait vraiment froid dans le dos. L'objectif de cette campagne est avant tout de sensibiliser les fumeurs. Je pense que c'est tellement important pour moi, ça me touche beaucoup parce que je suis très amatrice de la mer et que les gens, je pense, sont inconscients et ne réalisent pas que quand ils jettent leurs mégots par terre, que ça va et qu'ils les jettent dans les gouttières, que ça va dans la mer. Et je pense que si on peut vraiment sensibiliser, ça fera une différence. Et comme je suis tellement amoureuse de la mer, je l'appelle ma mère et si je peux faire quelque chose pour la protéger, quand je plonge dedans, je plonge dans les bras de ma mère et je veux qu'elle soit propre et on sait combien ça pollue. Ça prend des litres d'eau avant qu'elle se dissolve, ça prend des dizaines d'années. Lancée depuis moins d'un mois, l'opération connaît un franc succès. 3 bocaux ont déjà été remplis. Poursuivons ensuite chez Solis Bio qui prône le zéro déchet. Un rayon entier est dédié à la vente des produits en vrac. On y trouve des pâtes, du riz ou encore des amandes. C'est une tendance qui s'impose de manière naturelle chez le consommateur.
Oui, c'est déjà à la mode depuis un petit moment. Là, depuis qu'on a agrandi le magasin, on a plus de références. Donc ils apprécient, c'est à la fois mieux pour l'environnement, moins de déchets, et ils peuvent se servir la quantité de produits qu'ils désirent, et du coup éviter la surconsommation ou les produits qui périment dans les placards. Ouais. Toujours dans cet objectif de limiter les emballages, une fontaine à eau est installée à l'entrée du magasin. Alors la fontaine à eau, en fait, c'est pour éviter les déchets plastiques. On vend ou des bouteilles, bouteilles en verre de tailles différentes, ou des bouteilles plastiques recyclables, pour éviter de jeter les bouteilles plastiques, et du coup, c'est des bouteilles réutilisables. La fontaine à eau, on fournit de l'eau pétillante, de l'eau ambiante ou de l'eau fraîche. Les clients viennent ou avec leurs bouteilles personnelles, ou nous, on fournit les bouteilles et on facture après le remplissage. Dans cette même lignée, la direction de l'aménagement urbain a mis en place des bibliothèques participatives en libre service. Pour offrir une deuxième vie à vos livres, le concept est simple, chaque personne peut apporter et emprunter des ouvrages et des produits culturels. Il y a pour le moment 2 lieux d'échange à Monaco. Le premier se trouve au sein du Jardin de l'Âne, à proximité de l'école de Fontvieille. Le deuxième est à la gare. Et face au succès rencontré, le concept sera prochainement développé dans d'autres sites stratégiques de la Principauté. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? La réponse avec la météo. Vendredi, le ciel s'annonce nuageux. Au programme, orages, averses et ce quasiment tout au long de la journée. Température 22 et 28 degrés. Samedi, en revanche, grand et plein soleil avant un retour des orages dimanche qui devrait d'ailleurs se poursuivre lundi. À noter tout de même quelques percées du soleil. Mardi, alternance de soleil et de nuages, nuages qui devraient être plus présents mercredi. Peu de changements du côté du Mercure. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.